que je vous propose, c'est que dans un premier temps, vous vous présentiez un peu chacun, votre parcours à l'issue de l'école et puis surtout, vous nous dites où vous vous trouvez actuellement pour exercer. Et puis derrière, voilà, on va pouvoir un peu. On a préparé quelques questions pour un peu comparer les différentes pratiques, s'il y a des comparaisons à faire ou autres. Thomas, je vous laisse commencer. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Parce que je n'ai pas fait de Très bien, test. Oui. très très bien. Bon, merci de nous inviter. Moi, dans mon ancienne école d'architecture, du coup, je sors de l'ENSAS 2006. Voilà. Mon parcours, je travaillais comme architecte pas mal d'années. Et puis, j'ai fait un master spécialisé à l'école des ponts et chaussées il y a 5-6 ans à peu près, sur le cycle de vie, BIM, cycle de vie des bâtiments, quoi, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs startups dans ce monde-là, autour de plateformes et puis consulting. Et aujourd'hui, moi, je suis BIM Manager Group pour SGI. Donc, je m'occupe du BIM sur un groupe d'ingénierie qui est de l'Ouest européen. On est environ 200 ici à Luxembourg, en Belgique, en France et en Suisse. D'accord. Voilà, on fait principalement de l'infrastructure ferroviaire, routière, fluviale, du barrage, de l'ouvrage d'art en général, on va dire, et puis de la construction classique, donc bâtiments, structures et techniques spéciales. D'accord. Donc là, vous êtes plus dans un rôle maintenant de BIM manager au sein du coup, d'une entreprise Voilà. d'ingénierie. J'ai deux missions principales en fait qui m'ont été données par le groupe en fait. D'une part, c'est de développer, d'aider au développement des processus BIM en interne, par plusieurs. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais par plusieurs façons, de plusieurs façons. Donc ça, c'est les méthodes internes, et puis une partie vers les méthodes externes, donc proposition de services, accompagnement de clients, du BIM management ou de la coordination, voilà, à d'autres échelles. D'accord. Bah, super. Merci beaucoup. Gisela, tu peux nous parler un peu du coup, de ton parcours à toi? Bon, moi, je suis une jeune diplômée, donc ça fait pas aussi longtemps que j'ai pas autant de parcours. Mais du coup, en fait, je suis diplômée depuis l'année 2017. J'ai fait toutes les études à Saint-Étienne, à l'école de santé. Et mon parcours professionnel, il est plus important en Espagne. J'ai fait quelques trucs pendant que je faisais mes études à Saint-Étienne, mais le plus gros, c'est en Espagne. Donc, j'étais dans une étude d'architecture, dans un petit étude d'architecture en Espagne, premièrement, dont j'avais fait mon stage de master. Et après, j'ai passé à technicien BIM chez Sommium, qui est un promoteur des logements de luxe qui travaille beaucoup le BIM. Et actuellement, je suis projet manager chez Arcos Light dans la partie francophone. Donc, c'est toute la partie projet d'illumination luminaire des différents projets dans tout ce qui est francophone. C'est pas forcément la France, c'est Maroc, etc. D'accord. Ok. Ok. Et toi, tu es sorti de l'école il y a combien de temps, pardon? Je suis sortie de l'école il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Fin de cette année, ça fera 4 ans. En 3 ans, ça fait quand même beaucoup de choses. Bon, en Espagne, après, on est obligé de bouger beaucoup parce que c'est compliqué l'architecture ici. D'accord. Bon, on en reparlera, je pense, du coup, juste après. Florian, du coup, toi, je te laisse te présenter. Ouais. Alors, moi, je m'appelle Florian Giroux, je suis diplômé de 2013 de l'école de Saint-Étienne, et 2015 en HMO. Donc, moi, j'ai travaillé une année et demie avant de passer ma HMO, et juste derrière ça, je suis parti en Suisse, où je travaille du coup maintenant dans une boîte qui s'appelle Itten Bull, qui est une entreprise d'architecture et de planification générale.
On est présent sur toute la Suisse. Donc là, on est un peu plus de 300 sur la Suisse. Et puis sur Lausanne, là où je travaille, on est une soixantaine. Enfin, Lausanne-Genève, parce qu'on est couplé maintenant. Moi, je travaille principalement sur des gros projets d'architecture. On a terminé le siège du comité olympique il y a maintenant 2 ans. Là, actuellement, on fait des rénovations lourdes ou des projets d'architecture, un peu de tout, on va dire. Voilà, au niveau de ma formation, je suis une formation à peu près standard. J'ai eu quelques cours de Revit quand on était à l'ENSAS. Et puis après, ça a été de l'auto-formation. Et puis, quand je suis arrivé dans mon bureau, le BIM se développait juste. Donc, du coup, j'ai pris le train en marche et aujourd'hui, je suis Project BIM Manager sur les projets sur lesquels je travaille. Et puis, j'épaule après mes collègues pour le développement du BIM au sein de la société. D'accord. Et du coup, Thomas et Florian, vous êtes tous les deux dans des entreprises qui sont quand même assez grosses. Enfin, du coup, quand on entend le nombre d'employés, ça fait quand même une sacrée dimension d'entreprise. Est-ce que le BIM se développe sur vraiment l'ensemble de l'entreprise ou est-ce que ça va être plus un petit département dans l'entreprise qui va représenter 2, 3 personnes ou alors peut-être que vous? Thomas, je te laisse commencer. Oui, ok. Nous, oui, en fait, il y a plusieurs façons de se développer, j'allais dire, de le développer. Bon, l'élément le plus logique, c'est il y a une demande sur un projet, on va étudier la demande. Ça, c'est une façon de le faire parce que c'est une façon, alors là, je vais être très entreprise, mais déjà financée, puisqu'il y a une demande. Donc, ça va être plus simple de trouver des ressources dans l'entreprise ou de former des ressources. Voilà. Ensuite, il y a une partie proactive. Alors nous, on a plusieurs. On est petit hein, comparé à toi, mais du coup, nous, ensuite, les responsables de division, s'ils veulent mettre en place, parce que c'est une volonté, eux, ils ont des responsabilités avec des chiffres à atteindre, des performances aussi. Hein. Donc le BIM, on parle de performance du processus de conception, on va dire en général, pour nous concepteurs. Donc eux, ils vont peut-être allouer des ressources, que ce soit des personnes ou de l'argent en fait pour développer des projets pilotes internes. Voilà, donc ça existe. Et ensuite, on essaye aussi d'aller chercher par le biais de clients. Donc, d'amener les clients sur cette voie-là pour faire. Je reste un peu sur le financement, mais c'est quand même le nerf de la guerre pour pouvoir commencer, parce que c'est quand même coûteux, hein, le changement de management qui est derrière hein, et tout ça. Donc, les outils, les façons de procéder. Donc, du coup, on essaie à chaque fois d'identifier voilà, des coûts en face, plus ou moins. Ensuite, si je reviens sur la société, nous, j'allais dire non, les 200 personnes ne sont pas BIM ready, on pourrait dire, comme la phrase connue. En revanche, on a des équipes, on a formé, donc on a eu une arborescence équipe qui est liée au groupe plutôt, donc ça c'est intéressant, on a une transversalité pour avoir des ressources disponibles et qualifiées. Voilà, la personne qui sait bien faire de la technique spéciale, électricité en Suisse peut venir nous aider sur un projet ici. Donc, on améliore la collaboration aussi entre des unités. Donc, c'est vrai que derrière le BIM, il y a ça, il y a la collaboration. Et donc, c'est utilisé chez nous, en tout cas, comme ça, en dehors des besoins propres, modélisation, coordination, etc. Et puis ensuite, on lance des plans de formation. Donc, on a un plan de formation sur culture BIM, on va dire en général, et puis ensuite outillage. Donc, vous parliez de Revit tout à l'heure. D'accord. Pour notre part, au niveau de l'application du BIM, je pense que c'est à peu près comme Thomas, en tout cas au niveau de la mise en place dans les projets, c'est généralement une demande qui est faite par un maître d'ouvrage, par un projet en particulier. Je suis tout à fait Thomas là-dessus. C'est vrai qu'il y a un certain coût aussi lié à l'utilisation du BIM. Donc il y a quand même toujours une recherche derrière de rentabilité et de pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser. Parce qu'on a quand même souvent des maîtres d'ouvrage qui ont beaucoup d'envie, des fois beaucoup d'idées.
mais qui ne soupçonnent pas derrière tout ce qu'il faut mettre en place ou tout le coût que ça va pouvoir générer pour eux de mettre éventuellement, si on parle de facility management ou autres, qui sont des demandes qui reviennent quand même assez souvent sur nos projets. Donc généralement, c'est des demandes qui viennent et puis après, on vient aussi proposer dans certains de nos projets quand on imagine que ça va apporter quelque chose. Et puis après, au sein de l'entreprise, donc nous non plus, tout le monde n'est pas formé au BIM à 100%. On a quand même toujours du travail en 2D. Il y a certaines phases, typiquement les phases de concours, qui pour nous ne sont pas encore d'une grande rentabilité à travailler en 3D, enfin en tout cas en BIM. Donc on travaille encore beaucoup avec des logiciels 2D ou des petits logiciels de 3D. Et puis, au sein du coup de l'entreprise générale, là, c'est un peu particulier dans le sens où chacune de nos antennes suisses est relativement indépendante. Du coup, on essaye de se coordonner au niveau du BIM, mais c'est pas forcément évident, sachant qu'en Suisse, il y a 3 langues, l'allemand, le français et l'italien. Ce qui complexifie des fois les échanges, puis sur de la mise en place de fichiers ou autres gabarits, c'est vrai que ça peut vite être compliqué pour échanger et puis pour surtout se transmettre les données les uns avec les autres. D'accord. Et toi, Gisela, par rapport à l'agence dans laquelle tu es, le BIM, ça représente une part importante au niveau de la formation des différents collaborateurs, ou est-ce que... Pas pour l'instant, c'est ce qu'on essaye un peu de remonter parce qu'en Espagne, le BIM a beaucoup plus de retard que dans d'autres pays en Europe. Ça se voit tout de suite. Mais on essaye vraiment de le mettre en place. Ça se voit que ça commence à être quelque chose que les gens connaissent, qui sont en connaissance de cela. Ils commencent à expérimenter qu'est-ce que c'est une maquette numérique. Mais beaucoup de gens n'ont pas du tout de connaissances du BIM. En fait, ils voient ça encore comme juste un modèle 3D et pas une manière de construire virtuellement. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai que là, du coup, en plus, c'est parfait. Tu prépares ma question suivante. Tu évoquais en Espagne le fait que le BIM soit un peu en retard. Est-ce que ça vient de volonté politique? Est-ce que c'est à cause de la crise où les cabinets d'architectes espagnols ont pas forcément pu aussi, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça représente quand même un certain coût de départ. Donc, on n'a pas pu forcément se mettre au goût du jour. Ou alors, est-ce qu'il y a aussi des choix politiques qui sont faits pour pas forcément pousser dans ce sens-là? En fait, en Espagne, le marché, il est beaucoup plus dur. Donc, surtout dans les petites agences, les gens, ils sont plutôt, en fait, ils réfléchissent beaucoup à l'idée de passer au BIM avant de le faire. Donc, on voit qu'on commence à faire des formations. Moi-même, j'en ai suivi dans la première agence où j'ai été. On a eu des formations. Elles n'étaient pas aussi bonnes qu'avec Lionel, mais on l'a eu quand même. Et du coup, ils pensent que c'est très vite une perte de temps. En fait, ils n'arrivent pas à avoir encore tous les besoins qu'on a d'utiliser le BIM, quoi. Parce que pour moi, finalement, c'est une des choses les plus intéressantes de la méthodologie, quoi, c'est qu'on construit. On construit virtuellement. Et c'est là on lève beaucoup des erreurs qu'on peut faire après sur chantier. Ça, en Espagne, ce n'est pas encore très clair. Il manque beaucoup de professionnels par rapport à ça, même si on commence, je me répète, mais on commence à en avoir quand même, il commence à sortir, mais voilà, ça reste quand même rare, quoi. D'accord. OK. Et Florian, en Suisse, comment ça se passe de manière un peu globale sur le pays, le rapport au BIM? Est-ce que c'est quelque chose j'ignore totalement en fait. Autant en France, on a pu le potasser et le découvrir, mais c'est vrai que du coup, c'est l'opportunité de voir aussi comment ça se passe à côté. Et est-ce que
c'est bien répandu? Est-ce que c'est plus ou moins acté dans les mœurs ou totalement étranger? Alors en Suisse, je dirais que par rapport à la France, il y a quand même un petit décalage de retard. Ça a mis un peu plus de temps à se développer au niveau de la demande aussi, au niveau de la connaissance des maîtres d'ouvrage ou des AMO. Le BIM n'a pas été une grande, enfin, ouais, pas arrivé aussi rapidement que ça a pu l'être en France. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de se structurer à ce niveau-là. Il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup de groupes qui se fédèrent, en tout cas sur la partie francophone romande. La partie allemande, je connais un petit peu moins, pour être honnête, mais sur l'ensemble du pays, en tout cas, on est en train de rattraper un peu le retard à travers, en tout cas nous dans le bureau, des investissements un peu tout azimut. C'est-à-dire qu'on va aussi bien sur certains projets essayer d'utiliser la technologie de réalité virtuelle. On commence à faire de l'appel d'offres aussi avec les maquettes BIM. Et puis, on essaie de transposer ça aussi directement sur le chantier avec certains logiciels appliqués. Donc, on essaye de combler un peu ce retard, mais c'est sûr il y a en tout cas il y a encore un gap avec la France. Oui, d'accord. Ok. Et pour le Luxembourg, du coup, un peu même question finalement. Oui, alors nous, on a un regard comme on a un regard un peu sur différents pays, hein, comme on est sur plusieurs pays. Et effectivement, moi, je confirme, hein, la France, même si c'est une petite unité d'affaires qu'on a en France, c'est plus moteur. Il y a plus de demandes, hein, concrètement, sur les projets, hein, c'est plus systématique. Le Luxembourg, il faut d'abord savoir que c'est un tout petit pays, c'est à peu près le département de la Loire en taille et en nombre d'habitants. Donc ça, c'est important pour relativiser. Voilà, il faut le savoir. Mais en revanche, oui, il y a un décollage là. Il y a eu un ralentissement l'année dernière sur les demandes. L'année dernière, donc à cheval 2019-2020. Et là, c'est reparti. On a quelques gros donneurs d'ordre à caractère public, type la SNCF locale, qui sont des moteurs en fait dessus, pourquoi ils sont des moteurs? Parce qu'ils ont des besoins en exploitation. En fait, ils veulent faire quelque chose des données géométriques, non géométriques, qui commandent. Et pas uniquement dire j'améliore on va dire la constructibilité du futur projet en utilisant ça. Donc ça, on voit que c'est moteur. Et puis ensuite, pour étayer ça aussi, il y a aussi des guidelines pays qui ont été rédigés, qui ont mis un peu de temps à sortir comparé à la première convention Médiaconstruct de France, mais qui s'est fait, hein, j'allais dire, un peu comme les Luxembourgeois font, c'est-à-dire ils voient les autres comment ils s'organisent, ils attendent, et ensuite ils y vont. Et donc là, on a la notion de la donnée qui est vraiment détaillée. Après, il y a ses limites, mais ça accompagne bien les projets. Alors, c'est beaucoup en conception, les processus BIM, un petit peu en construction. Voilà. D'accord. Et donc pour vous, la- enfin, l'implantation du BIM et surtout ce qui pousse à faire du BIM, c'est principalement du coup le marché et les clients qui en ont un Je réel. n'entends pas du tout. Ah, bah alors. Moi, ça va bien. Oui, moi, c'est parfait. Ah, oupsie. Peut-être ta connexion, Gisela, qui doit être un peu en haut et en bas. Par contre, c'est bizarre parce que normalement, elle devrait être excellente. Et là, ça va mieux, là, tu nous reçois mieux? Là, oui, c'est bon. Ouais, Bon, bah, super. super. Parfait. Pardon. Mais du coup, oui, c'est ça, les motivations du coup, pour pousser le BIM qui sont du coup liées au marché par les entreprises qui y voient un réel besoin. Est-ce qu'il y a aussi un peu des motivations purement politiques? Enfin, je vois en France où il y a leur objectif BIM 2022 qui perdure depuis 2017 avec des objectifs, que ce soit pour le marché public, pour autres, où c'est vraiment le besoin vient purement du marché.
Alors, moi, je vais répondre. Je vais me cantonner au Luxembourg sur la conversation là. Oui. En fait, nous, il y a quand même une troisième origine, c'est qu'il y a certaines entreprises qui utilisent des modèles numériques, que ce soit purement 3D ou chargés en données. Enfin, de toute façon, c'est de la donnée dans tous les cas, pour leur bienfait interne, on va dire. Nous, par exemple, ici, même avant que j'arrive, il y avait des outils. En fait, ils faisaient du BIM sans le savoir, en fait, hein, comme Monsieur Jourdain fait de la prose, quoi. Mais donc, il y a ça aussi. Ça, c'était pour dire qu'il n'y a pas uniquement le marché, il y a quand même des entreprises. Puis il y en a d'autres, c'est leur amélioration et leur amélioration interne, en fait, hein. Ça, faut quand même pas l'oublier. Après, nous, il n'y a pas forcément un accompagnement du marché, c'est direct en tout cas. Par contre, c'est de l'indirect, c'est des bailleurs, on va dire, publics. Donc, je reprenais la SNCF luxembourgeoise, il y en a d'autres, les ABP, donc les bâtiments publics, etc., qui rentrent dedans. Mais ce n'est pas très rapide, on doit beaucoup convaincre, hein, passer beaucoup de temps à expliquer, en fait, parce que ça reste les débuts, hein. D'accord. Et, oui, et pour l'Espagne, du coup, tu disais que ça commençait petit à petit à évoluer et à rentrer dans les mœurs. Un peu même question, c'est parce qu'à force de réfléchir et de poser le pour et le contre, il commence petit à petit à se lancer. Ou alors, est-ce qu'il y a aussi des petits coups de pouce politiques ou des petits... Voilà, en fait, ça pousse beaucoup du côté des coups politiques pour dire il faut commencer parce que ça va être obligatoire à partir d'un certain temps. Là, je ne me rappelle plus quelle année ils ont mis, mais je pense que c'est 2, 3 ans dans le marché public va être obligatoire d'utiliser les BIM. Donc là, les agences, ils commencent à avoir un peu la trouille, pour dire comme ça, de pas être mises à jour. Donc les formations, elles sont à l'ordre du jour. Vraiment, il y a des formations BIM, Master BIM, absolument partout. Par contre, moi, je trouve que la différence est surtout par rapport à la taille de l'agence. Et plus l'agence elle est grande, et plus elle va investir dans des formations, dans des études du marché, etc. Alors que les petites agences, elles sont plutôt tendance à rester dans ce qu'elles connaissent déjà. Elles ont peur de prendre des risques. D'accord. Et du coup, pour la Suisse, il y a des... Pour ma part, peut-être que Thomas me reprendra s'il a plus d'informations que moi au niveau public, en tout cas, mais à ma connaissance, il y a pas non plus une demande politique forte en ce sens. Après, de la même manière qu'au Luxembourg, les structures de transport, les infrastructures de transport sont très demandeuses et du coup développent beaucoup le marché. L'équivalent pour nous de la SNCF, qui sont les CFF, mettent beaucoup pour ces informations-là, parce qu'effectivement, pour elles, ça représente aussi derrière beaucoup d'informations disponibles pour manager simplement tout ce qu'ils ont. C'est monumental quand on regarde les investissements qui peuvent être faits par ces sociétés-là. Que ce soit du coup dans les trains, où on a aussi l'aéroport de Genève qui est en train d'évoluer. Et du coup, c'est vrai que ces grosses entités-là ont un besoin de contrôle de toutes leurs infrastructures, de connaître leurs bâtiments et leurs capacités pour pouvoir répondre aux demandes, que ce soit en termes de voyageurs, de stock, d'évolution, juste de coûts même. Les banques en Suisse sont aussi très présentes là-dessus. Moi, je voudrais ajouter dans ce sens-là, en tout cas au Luxembourg, et je le pressens en Suisse romande, c'est qu'il y a aussi les pouvoirs publics qui préparent. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'obligation, mais qui préparent par des outils mis à disposition. Alors ici à Luxembourg, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, il y a un ministère de la digitalisation qui a été créé globalement avec un service digitalisation urbaine et qui travaille sur des outils d'intégration, en fait, une plateforme de données territoriales. En Suisse, à Genève, sur l'État de Genève, il y a quand même les mensurations de l'État qui travaillent aussi sur ce sujet-là. Mais Florian, je pense que tu es sans doute au courant.
Bâtir Digital Suisse, je Alors, cherchais le nom. ça, c'est l'association, mais en fait, il y a autour d'un service qui a l'État de Genève, ils sont en train de développer une plateforme en fait, de données et d'informations territoriales. Et donc, D'accord. pour peut-être demain intégrer un permis, enfin une autorisation, etc. Et ça, c'est, à mon sens, c'est de l'incitation, mais en service, en fait. Ce n'est pas une incitation financière, ce n'est pas une obligation, c'est appuyez-vous sur ce qu'on vous propose, on vous donne des outils pour vous améliorer aussi. Voilà, c'est dans l'action. C'est ça, un accompagnement en amont de la part de l'État et une mise à disposition d'outils et de moyens dans un premier temps pour influer sur ce passage au numérique, en fait. Oui, voilà, c'est sur le passage au numérique, c'est la continuité bon, ce qu'on appelle la chaîne de valeur digitale, quoi, on pourrait dire, pour ce qui est de la construction, hein, on reste dans la construction. Oui, Et il y a ça, effectivement, c'est des outils qui vont leur servir, mais sur lesquels aussi on pourra plus ou moins s'appuyer si on rentre dans ces process. Ma d'accord. lecture, hein, c'est une lecture personnelle. Hmm. Et in fine, est-ce que vous pensez qu'en Suisse comme à Luxembourg, voir arriver comme ce que nous disait Gisela pour l'Espagne, sous quelques années, une obligation de fonctionner sur du BIM pour du marché public ou autre? Florian, je ne sais pas si toi tu as lu des articles qui tournaient sur une partie de la Suisse, je ne sais pas si c'est alémanique, sur une obligation potentielle. Je ne sais pas si c'est du fake ou pas. Je ne relayerai pas, mais bon, moi pour l'instant, j'ai pas entendu dire et c'est pas la manière de procéder en fait. Hmm. Non, Voilà, non je pense plus. que c'est culturel, hein. Oui. D'accord. Et Gisela, du coup, cette obligation poussée par l'État pour un peu essayer de faire bouger le BIM en Espagne, est-ce que ça risque pas d'avoir un peu un retour de bâton plutôt nocif pour le milieu de l'architecture avec du coup beaucoup de petites agences qui, osant pas prendre le risque de, euh, de faire du BIM et d'investir dedans, vont se voir fermer les portes du marché public et du coup une bonne partie de, de, de projets en fait. Bah, dans les petites agences, je pense que ça va être plus difficile, mais je pense aussi qu'on est conscient que ça va venir. Donc, ils commencent vraiment à se poser la question dessus et à chercher comment faire. Après, c'est vrai que je trouve que peut-être que ce soit obligatoire, ce n'est pas aussi, c'est comme il disait, ce n'est pas aussi le bon choix, mais ça pousse. Moi, je pense que ça ne pousse pas que les BIM. Le BIM, après, ça reste juste une méthodologie, en fait. Ça pousse aussi tout un marché, quoi. Ça pousse une formation, pousse, euh, ça pousse beaucoup plus de choses que juste une méthodologie. Et c'est surtout avoir le. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu dire ici, c'est qu'ils veulent avoir le contrôle des bâtiments une fois ils sont finis de construire. C'est-à-dire s'il y a une rénovation, s'il y a quelque chose qui soit d'un bâtiment public, qu'ils aient la facilité de, et s'ils veulent faire, encore des travaux, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, qu'ils puissent accéder facilement à la maquette et savoir comment tout est réalisé. Donc, c'est plutôt par rapport à ça c'est pour ça que c'est dans le marché public qui va être obligatoire. C'est pour ça qu'ils vont dans cette voie. Je rebondis sur ce que tu disais, Gisela, par rapport au bâtiment public, dans le sens de l'obligation. Je pense que là tu soulèves un point très important, c'est quels usages, on va dire, du BIM pour les maîtrises d'ouvrage. Là, en l'occurrence publique, c'est toujours un peu plus facile. Et ça soulève aussi dans les guidelines pays, on va dire, les guides BIM, les différents guides BIM, ils sont
très souvent très orientés dans leur partie applicative sur la conception, parce que souvent les conceptions et constructions, parce que souvent ça vient des outils, et les outils, ils ont été utilisés et usés par des architectes, des ingénieurs, etc., qui sont toute la journée sur des outils comme ça, qui les connaissent. Et donc, il manque aussi parfois, en fait, pas mal le point d'appui sur la demande de la maîtrise d'ouvrage. En tout cas, moi, je rebondis sur le guide BIM du Luxembourg, qui est extrêmement bien fait, mais qui situe la donnée au sens de l'ISO, une donnée sur l'asset à construire, une donnée sur le projet, mais par contre dans les outils qu'il met à disposition, donc ce que soit le BEP, donc la convention, etc. Il y a une charte, mais la charte elle est très légère en fait. Et voilà, je ne sais pas si Florian, tu as quelque chose dans ce sens. Oui, pour nous c'est pareil, la SIA qui est du coup l'organisme qui développe les normes constructives, a sorti aussi il y a quelques temps un petit feuillet justement sur le BIM, et ça reste très libre, c'est peu cadré. On le voit notamment dans certains groupes de discussion qui se font en Suisse romande, qui essayent justement de mettre en place des normes BIM pour que toutes les agences arrivent à tendre vers un peu les mêmes buts, ce qui aiderait aussi la maîtrise d'ouvrage à savoir finalement quelle utilité elle peut avoir de la demande du BIM. C'est souvent un des gros problèmes que nous on retrouve sur nos projets. C'est que, comme je le disais en début de table ronde, c'est qu'on a ces maîtres d'ouvrage qui viennent avec plein d'idées, souvent parce qu'ils ont vu d'autres exemples ailleurs ou dans des discussions, et puis qui du coup, in fine, se retrouvent avec un produit qui a été renseigné par un tas d'ingénieurs, un tas d'architectes, par tout un tas de monde, mais derrière, il n'y a plus de finalité à ça. Et à part certains, comme les CFF par exemple, dont on parlait, les infrastructures de transport, qui eux savent déjà en amont ce qu'ils veulent, la grosse problématique aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce BIM. Et pour les bâtiments publics, ça va être éventuellement savoir comment est-ce qu'on l'entretient, le coût à long terme, voire jusqu'à sa déconstruction dans certaines méthodes de réflexion. Oui, effectivement, il y a deux types de coûts chez les maîtres d'ouvrage. Il y a les coûts en exploitation et les coûts en investissement, qui sont d'ailleurs parfois des services complètement différents chez eux, même plus que deux services, on va dire. Bon, c'est un peu schématique ce que je dis, mais effectivement, et qui sont définis d'ailleurs dans l'ISO 19650, ces deux visions, OPEX et CAPEX, on dit, ça vient des documents anglais. Et effectivement, ceci dit, dans le guide, la méthode, le guide d'application de l'USIA, il y a cette notion, ils ne sont pas nommés pareil, mais il y a cette notion de la donnée de la personne qui demande, la personne qui réalise, hein, parce que bon, c'est pour reprendre les mots, mais elle est présente. Alors c'est plutôt sain, ça veut dire qu'il y a des bases aussi communes entre… moi, on est sur 4 pays, donc c'est important pour nous aussi qu'il y ait des visions communes si je reviens à l'échelle de l'entreprise. Et juste petit éclaircissement pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément CAPEX, COPEX. En fait, c'est les dépenses. En fait, en France, par exemple, on a des clients qui sont des bailleurs sociaux, ils ont des dépenses qui sont d'investissement et des dépenses d'exploitation. L'exploitation du bâtiment, on parle aujourd'hui de la GEM, la gestion, exploitation, maintenance. Donc ça, c'est un type de dépenses. Et puis, il y a, pour les architectes, les ingénieurs, la réhabilitation, qui est une dépense qui ne sont pas forcément les mêmes budgets sur les mêmes personnes, les mêmes services, et qui sont prévus en France, notamment dans des PSP, des plans stratégiques de patrimoine vus à 4, 5, 6, 7 ans. Et là-dessus, il y a une importance parce que de bonnes connaissances du patrimoine, parce que pour lancer des budgets pour une réhabilitation, s'ils sont peu précis, ces budgets, donc la connaissance du patrimoine, on ne sait pas le nombre de mètres carrés, par exemple, pour des gros bailleurs sociaux, où on le sait à 20%, j'exagère sans doute, mais ça va avoir un impact direct sur le métier.
de concepteurs. Hein. Là, on est en école d'architecture, ingénieur, etc. Donc, puisque lors de la commande de réhabilitation, il va avoir un budget alloué, mais à l'issue du diagnostic, vous avez pour faire l'équivalent travaux, peut-être que lors de la découverte du bâtiment, des mètres carrés réels, etc., eh bien, le concepteur va dire, mais non, c'est pas 10, mais c'est 15 qu'il faut. Et le maître d'ouvrage sera sans doute pas contre parce qu'il doit le faire, mais il va devoir aller rechercher l'argent ailleurs et ça va ralentir de 6 mois pour tout le monde. Voilà. Un exemple un peu précis, du vécu à Lyon notamment. Mais... D'accord. Mais du coup, euh, le BIM tel que vous le pratiquez dans vos différents pays, pour l'instant, du coup, il s'instaure plus dans une démarche vraiment de construction. Tout à l'heure, on disait que c'était surtout conception, construction, pas trop. Est-ce que pour certains, ça vient aussi dans une optique derrière de maintenance et de suivi de la vie du bâtiment, ou alors on en est encore loin de cette étape? Je commence. Hein. Prendre la parole. Ok, je commence. Hein. Il faut m'arrêter si je suis trop bavard. Nous, du coup, il y a plusieurs cas de figure. Je vais rester sur les cas de figure du départ. Il y a les maîtres d'ouvrage qui sont demandeurs. Je reviens sur un exploitant ferroviaire, sur d'autres. Eux, ils savent exactement ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire avec et ils ont déjà des besoins en fait. Parce qu'ils font vivre les modèles numériques après. Donc là, par exemple, on fait un très gros centre de remisage à Luxembourg. Ils en ont besoin pour l'exploitation maintenant. C'est leur but. Et d'ailleurs, ils exploitent avec Revit. En tout cas, ils commencent à exploiter parce que je pense qu'il doit avoir des cheveux droits sur la tête quand je dis ça. Mais en tout cas, eux, leur passage vers la distribution de l'information, ils la commencent par ça. Bonne solution, pas bonne solution, c'est pas à moi de juger là. Ensuite, on commence, c'est très peu, hein, mais on commence à avoir des demandeurs alors c'est des montages d'opérations, quand le propriétaire du bâtiment le fait exploiter par quelqu'un d'autre, mais reste propriétaire, il va avoir des demandes, des exigences. En tout cas, on commence à avoir des demandes de chiffrage et des arbitrages là-dessus, donc des premiers contrats sur du BIM management en gestion, exploitation, maintenance, parce que lui, il veut un retour sur un patrimoine qui est de grande taille et il veut s'assurer, pareil, mettre des méthodes de qualité pour entretenir l'information et connaître son patrimoine, on pourrait dire. Mais bon, c'est pas énorme, mais on en a. D'accord. Nous, après, en Suisse, on a beaucoup en tout cas, avec notre société, vu la taille, on est du coup orienté vers des gros projets, puisque les tout petits projets ne sont pas assez rentables pour la taille de la société. On travaille du coup de fait beaucoup avec les entreprises générales qui, elles, sont assez demandeuses des modèles numériques, puisqu'elles ont généralement tous les chiffrages à préparer et à circonscrire, surtout. Et au niveau de la réalisation, on a réalisé il y a je crois, pour 2020, oui, 2020, ça a ouvert, un bâtiment de logement de 1000 logements étudiants à côté de l'université lausannoise qui s'appelle Vortex, si vous en avez entendu parler, qui est un bâtiment circulaire. En fait, c'est une seule rampe qui monte du bas jusqu'en haut, 1%, et puis qui se retrouve avec 1000 logements du coup répartis sur cette rampe. Là, on a eu une grosse problématique de préfabrication. Et du coup, le BIM a été une grosse aide, en tout cas pour les entreprises qui ont utilisé ça pour aller calculer vraiment au centimètre près toute la place qu'il y avait pour construire, et puis les étapages aussi qu'on peut retrouver dans les chantiers. D'accord. Du coup, en Espagne, en fait, on a cette idée d'avoir un modèle vivant, surtout pour les demandes publiques. Dès que les demandes publiques, les concours demandent du BIM, c'est vraiment pour avoir un modèle vivant et avoir de la maintenance après. Par contre, moi, travaillant plus dans le privé, et par exemple dans les logements de luxe, il y avait beaucoup cette demande parce que aussi ils voulaient un modèle vivant, parce que si c'est un promoteur, il donne une garantie
il donne une garantie au propriétaire. Du coup, s'il y a quelque chose qui arrive, etc., bah, il va s'en occuper. Donc, il veut ce modèle vivant aussi pour avoir une certitude de qu'est-ce qui va se passer après. Et aussi, beaucoup toujours dans ce domaine, on restait beaucoup aussi à la réalité virtuelle. C'est-à-dire, on avait un modèle, on avait des clients qui étaient là et souvent, et on avait un modèle qu'on pouvait changer et ils avaient tout de suite, avec Enscape, par exemple, ils avaient tout de suite un aperçu de qu'est-ce qu'on allait changer, de qu'est-ce que ça allait, comment ça allait se passer. Donc, à petite échelle, c'est très, très demandé, cette idée d'avoir un modèle vivant après. D'accord. Et ce matin, on avait deux architectes qui étaient du coup spécialisés dans le milieu hospitalier et qui, eux, pour le coup, étaient très demandeurs pour la question du suivi et aussi en amont la gestion en conception, en fait, tout simplement des nombreux flux qui interviennent dans des bâtiments du milieu hospitalier. Est-ce que c'est aussi un domaine qui permet une exploitation du BIM dans vos différents pays, ou alors ça reste, comme vous l'expliquiez, des entreprises type SNCF, plus pour la gestion d'un patrimoine que pour une gestion d'une certaine complexité née du projet? Moi, je pense que, alors, à mon avis, nous, quand on choisit, alors j'allais dire, on se remet dans, il n'y a pas de demande du client, on va dire, parce qu'il n'y a pas de gestion, exploitation de maintenance via des données numériques venant des modèles. Euh, on va analyser, en fait, nous, on a un projet d'une grosse réserve d'eau, etc. Bah, je donne un exemple avec des très grosses cuves, etc., la réserve d'eau principale du pays, et qui a pas été étudiée complètement en BIM, sauf certaines parties, des gros passages, des gros passages de canalisation avec des ferraillages assez importants, un peu compliqués. Donc là, on est vraiment sur le rapport conception et construction. Là, on a fait du modèle numérique choisi. Voilà. Donc on pourrait dire suivant, enfin moi ce que j'aimerais bien, je dirais c'est suivant le type de projet, on peut aussi se dire voilà, quels sont les risques sur ce projet-là, les fluides par exemple, pour repartir sur les hôpitaux. J'ai un projet qu'on a livré l'année dernière d'un petit bureau, c'est pas très grand, il doit avoir 6-7 000 mètres carrés. C'était un épatage répétitif. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a essentialisé, on va dire, la coordination 3D à l'étage courant sur les fluides, parce qu'il y avait un risque là-dessus. Donc on a mis plus de moyens en fait pour ça et après pour que les entreprises puissent déployer et poser ça n'a pas empêché de faire quelques erreurs bien sûr sur d'autres niveaux mais voilà on a identifié en fait une cible dessus pour pas dire parce qu'effectivement le BIM c'est grand petit enfin voilà c'est je sais pas. D'accord. Ouais, je ne saurais pas trop quoi répondre là-dessus. Disons que au niveau de la demande, réellement, on retrouve, ça va être principalement quand même des gros projets donc, qui sont demandeurs de BIM. Après, quand on regarde un peu les offres d'emploi qui tournent sur la région, on voit aussi que, il y a certains secteurs qui sont assez demandeurs. Je vois notamment le luxe ces derniers temps qui a été assez demandeur. Alors, généralement, c'est pour la gestion des parcs immobiliers. Euh, on retrouve sinon des réelles demandes de maîtres d'ouvrage qui veulent du BIM. C'est le cas qu'on a eu avec le comité olympique, où là, c'était une demande du maître d'ouvrage de l'utiliser vraiment en conception pour s'assurer que la coordination, que la construction pouvait avoir le petit plus du BIM, parce que le maître d'ouvrage mettait aussi l'argent pour ça. Étant donné que ça a un coût, bah, certains se disent, moi je le mets parce que j'y vois un intérêt. Je me dis que derrière, il y a peut-être une coordination qui se fera mieux quand on voit le nombre de problèmes qu'on a à gérer sur des chantiers en temps normal. L'intérêt du BIM, il est comme on nous l'apprend généralement à peu près à tous les débuts des premiers cours. Le but, c'est de gagner du temps en amont. C'est aussi du coup de faire beaucoup plus de travail en amont. Et puis, pour être sûr que les mouvements de terre, ils n'allaient pas être trop importants, ou s'ils étaient trop importants, on pouvait faire d'une autre manière.
Donc, mais c'était plutôt par rapport à ça. Après, des hôpitaux, des choses comme ça, je n'ai pas eu encore la chance de toucher. Donc, mais c'est par rapport à ça. Je rebondis juste aussi sur ce que disait Florian pour continuer dans la partie collaborative. Il y a quelques études qui existent, et notamment celle du NIST qui est américaine, mais il y en a une anglaise, etc., qui font des études sur la partie programmation, conception, construction. Et la courbe des engagements, on va dire, financiers de tout le monde. Enfin, financier, c'est le temps, en fait, passé, le temps à passer qui est prévu au départ sur un projet pour les, on va dire, le maître d'ouvrage, le concepteur et puis le constructeur. Et souvent, cette étude, qu'est-ce qu'elle dit, ces études-là, c'est qu'on arrive souvent à une non-qualité. Donc, la non-qualité, c'est la trappe de visite qui est pas au bon endroit, etc. Souvent, la faute, elle est peut-être à quelqu'un, peu importe. Mais l'ennui, c'est que dans ce schéma-là, même si c'est, mettons, la faute de l'entreprise, ça va être lui, le jeu des acteurs va être questionné. Est-ce qu'on la repositionne bien là, cette trappe de visite, ou ailleurs? Et donc, les autres ont déjà passé le temps, en fait, prévu dessus, sur ce projet-là, et on va être réquestionné. Et en fait, donc, les coûts engagés vont être plus importants que les coûts prévus, en fait. Donc c'est bon, j'essaie de l'expliquer rapidement, mais et du coup c'est un intérêt commun à la collaboration et à la mise en commun de modèles numériques en l'occurrence là. D'accord. C'est top. Et, et j'avais une autre question. Il y en a qui veulent rebondir sur ce que vient de nous dire Thomas? Parce que j'ai une autre question, mais c'est plus trop, plus C'est trop tout bon pour moi. dans le sujet. C'était par rapport aux aux différents marchés que vous touchez par votre agence. C'est surtout des. Enfin, du coup, Florian, toi, tu nous disais que c'était bah, du coup des projets assez conséquents vu la taille de l'entreprise, qui du coup vont être répartis un peu aux quatre coins du monde, ou alors c'est plutôt local. Tu me diras, mais du coup, je me perds, pardon. Mais du coup, ma question, c'était est-ce que pour une agence ou une entreprise étrangère, c'est compliqué ou pas de venir gérer et de suivre des projets dans d'autres pays limitrophes? Est-ce qu'il y a un peu des... Oui, c'est ça, les contraintes qu'il y a à travailler sur d'autres pays, si finalement c'est assez facile et il y a juste la barrière de la langue, ou alors si au contraire c'est quand même beaucoup plus compliqué et il y a quand même une préférence pour des projets nationaux. Alors ça, nous on a deux exemples. Le premier dont j'ai déjà parlé, qui est le siège du comité olympique, qui a été à l'origine, c'est un concours qui a été remporté par un bureau danois qui s'appelle 3XN Architects. Et en fait, nous, on est arrivé au niveau de la phase concours, la deuxième partie de la phase de concours, en tant que bureau local. Donc on a aussi une de ces missions dans notre couteau suisse. Euh, c'est que du coup, ouais, c'est une petite blague, hein. J'adore. On a du coup tout ce travail en fait d'adaptation de l'idée du projet. Généralement, on essaye de le commencer assez tôt. On a le cas de figure là qui vient on vient juste de remporter un concours avec eux aussi, toujours sur Lausanne. Et en fait, la grosse difficulté, elle est surtout normative quand on travaille à l'étranger. Parce que les normes de construction ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre. Alors après, plus on sort d'Europe, si on va en Asie ou en Amérique, l'écart se creuse. Mais nous, on a vu déjà avec le Danemark une grosse différence sur certains points, des fois qui sont tout bêtes, mais qui peuvent quand même sacrément bloquer un projet quand on ne connaît pas. Je pense notamment quand on dépose un permis en Suisse, il y a toute une norme graphique à respecter, qui n'est pas très compliquée, mais si on ne la connaît pas, ce qui était mon cas quand je suis arrivé de France, on va pour déposer un permis, et puis en France, on dessine peut-être un peu simplement un projet, et puis on le dépose. Et en Suisse, il faut mettre l'existant d'une certaine couleur, le démoli d'une autre, et puis le projet dans une troisième couleur.
Donc, c'est des petites choses, mais quand on travaille à l'étranger et qu'on n'a pas cette connaissance, on peut vite se retrouver bloqué, quand bien même on a tous les outils du monde à notre disposition, pardon. On peut se retrouver quand même généralement bloqué. C'est pour ça que souvent, quand on conçoit à l'étranger, on fait appel à des bureaux locaux. D'une part, pour être présent sur place, quand il faut se déplacer pour aller faire des séances de chantier ou autre, on ne peut pas forcément prendre l'avion tout le temps pour pour traverser l'Europe ou le monde. Et puis, il faut cet appui normatif à un moment donné, et des fois gestion des coûts, parce que suivant aussi le changement de monnaie, il faut être capable de gérer les TVA, etc., d'un projet à l'autre. D'accord. Et du coup, une deuxième question, mais qui vient aussi un peu dans le sens de cette première question, c'est aussi vous qui avez fait vos études en France avec du coup un enseignement à la française, si je puis dire, avec le référentiel architectural et légal français. Est-ce qu'il y a une facilité d'adaptation pour adapter de ce modèle quand on travaille dans un autre pays, ou alors est-ce que c'est quand même un peu, ça demande un temps assez conséquent d'adaptation pour prendre vraiment ses marques? Bah, dans mon cas, par exemple, moi, je suis juste sortie des études et je suis rentrée en Espagne. Donc, mon adaptation, elle a été peut-être moins importante parce que j'ai fait mon stage de master, je l'ai déjà fait en Espagne. Par contre, moi, ce qui m'a un peu ce qui a été le plus difficile, c'est qu'en Espagne, le côté architecte très, très technique est très loin du côté architecte français, vraiment. Et c'est ce qui pour moi a été le plus difficile, c'est vraiment m'adapter aux demandes techniques que souvent les architectes en Espagne ne travaillent pas du tout avec des bureaux d'études. Vraiment, ils ont une certaine facilité à faire tout ce qui est technique eux-mêmes. Et du coup, c'est là que je me suis vue un peu plus handicapée, quoi. D'accord. Et Thomas, peut-être pour toi? Oui, alors moi, dans les deux sens des questions, alors effectivement, je rebondis d'une part sur ce que Florian disait tout à l'heure, sur le côté normatif. Nous, on est pas mal placé aussi au Luxembourg parce que il y a des normes luxembourgeoises, mais on fait appel à des DIN allemandes, à d'autres belges, à d'autres françaises, suivant les cas de figure et suivant les maîtres d'ouvrage. Donc, il y a une connaissance du secteur en fait qu'il faut avoir et suivant ce qu'ils vont vouloir mettre en avant en termes de, mettons, il y a quand même ce côté. C'est ce qui est dans le lieu de construction qui prévaut. Là, par exemple, on a un concours actuellement en BIM sur un siège social. Donc, les architectes sont hollandais. C'est à Luxembourg. On a des problématiques sur le calcul des surfaces, en fait. La façon de calculer une surface brute. Qui ne sont pas forcément les mêmes. Bon, ça fait écho à ce que disait Florian tout à l'heure. Et puis, si je vais sur la manière de travailler aussi, pour aller aussi dans le sens de Gisela, c'est que suivant, je vais revenir à la règle et au contrat, en fait, nous ici, c'est l'OAI, l'Ordre des architectes et des ingénieurs. En fait, il y a des responsabilités sur des lots déjà. Donc déjà dans la conception, le chiffrage de tout ce qui est béton, c'est l'ingénieur qui le fait. L'architecte a des lots dits architecturaux et c'est lui qui fait son chiffrage, etc. En fait, c'est très réparti. C'est un impact sur le travail et sur la responsabilité en fait. Qui manage quelle partie dans le modèle numérique? Si je reviens très 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 vite au BIM, en fait, ça a un impact. Et l'autre impact aussi, c'est le rapport. Quelles sont les missions obligatoires au-delà de la conception, qui ne sont pas les mêmes en France, au Luxembourg et encore un peu différentes en Suisse, sur cette partie exécution qui est suivie. Enfin, Florian il le dira, je pense, mieux que moi. Et ça, c'est un impact sur le travail et l'investissement et du coup, l'intérêt de développer aussi les maquettes.
Ouais, je ne sais pas sur quel point je vais rebondir, mais Non, mais c'est l'architecte qui suit, enfin, qui a l'exécution en fait, complète. oui, Voilà, ça a quand même un énorme impact. exactement. En Suisse, en tout cas, pour revenir peut-être juste à la question, faire la transition de la France vers la Suisse, euh, pour moi, enfin, il a fallu pour réapprendre, mais c'était peut-être plus simple, un peu plus simple que ce qu'il y avait en France. Il faut quand même avoir conscience qu'en France, de mémoire, il y a quelque chose comme 44 000 normes de construction dans lesquelles on a le temps de se noyer 2 ou 3 fois. Euh, En tout cas, en arrivant en Suisse, j'ai trouvé un système qui était peut-être un peu plus cadré ou un peu mieux cadré à mon sens, hein. Je ne vais pas partir dans une bataille avec tous les gens qui connaissent la France et la Suisse, mais ouais, je trouve que effectivement, on a un peu le même système peut-être qu'au Luxembourg avec des codes de construction qui sont assez bien détaillés, assez bien expliqués, où chacun finalement a sa place. Et au niveau du coup des chiffrages, on sait exactement où est-ce qu'on doit aller chiffrer. Et puis au niveau de la rédaction du contrat, on sait qu'on va se cantonner à telle et telle phase. Et que dans ces phases-là, on retrouvera du coup des pourcentages à viser au niveau de la gestion des coûts. Alors il y a le même principe en France, hein, bien sûr, mais en tout cas en Suisse, on a vraiment ces lignes de CFC euh, qu'on peut cocher et puis se dire, voilà, on avance avec ça les uns après les autres. D'accord. Mais du coup, avec cette répartition aussi qui est beaucoup plus prononcée des parties du chantier, comme vous le disiez en 2 mots juste avant, mais ça favorise pas un peu, enfin, ou ça pose pas déjà des prémices d'une collaboration plus forte entre les différents acteurs autour d'un projet, ou alors c'est tellement ancré que au final, ça suffit et on s'en tient là. Je sais pas si c'est assez clair. Même moi, dans ma tête, c'était flou. J'aurais tendance à penser que le système de collaboration, il existe de toute façon, que ce soit en France ou j'imagine Luxembourg et Espagne. C'est-à-dire il y a quand même des années de pratique. Mm. Euh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on travaille, que ce soit en Suisse ou en France ou ailleurs, les acteurs du milieu, ils savent de toute façon travailler les uns avec les autres. Après, c'est des fois, en tout cas je vois pour la Suisse, on a parfois un peu appel à ces documents-là pour appuyer une demande en disant ben, n'oublie pas que ça c'est chez toi, c'est pas chez moi. Mm. Mais chacun sait ce qu'il a à faire de toute façon contractuellement. Mais c'est vrai que quand c'est bien défini, on peut des fois se renvoyer gentiment la balle en se disant ben, ça. Désolé, c'est pas chez moi, je veux bien faire un pas vers toi, mais voilà, Il y a des limites. exactement. Super. Mais cette table ronde arrive à sa fin. Merci beaucoup. On a beaucoup quand même d'étudiants ici qui se questionnent sur faire une année de césure pour aller faire un stage à l'étranger ou, à une fois les études faites, aller carrément chercher du boulot à l'étranger. Vous qui, du coup, êtes parti travailler hors France, si je puis dire, si vous aviez un conseil ou un petit tips à donner et adresser à tous ces étudiants, ce serait lequel? Chercher le soleil. Ah, super. Surtout à Oui, Saint-Étienne. on ne parle pas du Luxembourg pour le soleil. Enfin, même si cet après-midi, c'est un peu exceptionnel, mais Non, vraiment, mais je sais pas, après, ça dépend des genres de projets qu'il aime étudiant, ça dépend vraiment vers quoi tu veux vraiment te diriger. Donc, c'est vrai que si tu veux te diriger vers quelque chose en relation avec le BIM, bah, il faut l'avoir clair depuis le début pour choisir ton agence, choisir vraiment l'agence et les projets sur lesquels tu travailles. Mais pour le reste, c'est la culture, quoi. C'est la culture qui t'intéresse et le soleil.
Désolée, j'ai été en manque de soleil pendant 7 ans en France. On comprend. Thomas ou Florian, un petit conseil? Moi, Léger. bah, vas-y, Florian. Vas-y, t'es parti. Moi, je serais plus. Bon, c'est moins agréable, mais j'allais dire. Non, je pense que c'est bien de partir. Enfin, moi, je le vois, j'ai d'abord travaillé en France. Et en fait, le fait d'être confronté à d'autres normes, à d'autres façons de voir qu'on ne comprend pas au début, qui n'est pas notre logiciel de départ, si j'ose dire, ça apprend à nous forcer à une souplesse en fait, d'esprit. Et ensuite, qu'est-ce que ça ramène dans un second temps? C'est de l'acuité en fait sur l'analyse. On arrive à être plus précis, à comprendre les enjeux forts, même en revenant en France. Par exemple, si on parle du France extérieure, on va dire. Et ça, c'est très très riche. D'accord. Pour ma part, je dirais qu'en tout cas, pour tous ceux qui voudraient partir à l'étranger, que ce soit pour du BIM ou pour autre chose, faites-le parce que ça vous apportera toujours une ouverture d'esprit et, comme disait Thomas, une flexibilité de réflexion. Ça vous apportera d'autres manières de concevoir. Chaque pays a aussi ses manières de voir l'architecture, de voir la construction, vous apportera plein de choses. Et surtout, faites-le pendant que vous êtes jeune et libre de tout. Je suis jeune papa aujourd'hui, enfin depuis peu, je partirai plus comme ça, quoi. Donc faites-le quand vous pouvez. C'est pas à 45 ou 50 ans quand vous aurez. Peut-être. Hein. Je dis pas non. Pardon, je dis pas non. Mais c'est peut-être plus facile en étant jeune. Je l'ai fait avec 3 enfants à plus de 40 ans. Hein. Bravo. Alors, bravo. Mais c'est dur. Bravo, tout à fait. Comme quoi, rien n'est perdu. Eh ben, merci beaucoup à tous pour votre participation, pour votre temps. C'était vraiment un très chouette Merci échange, pour l'invitation. hallucinant, très enrichissant. Je n'arrive plus à parler, ça y est, c'est la fin de journée. Et bon, on vous souhaite une bonne continuation et on vous accueillera avec plaisir au BDA quand il sera rouvert et à l'école, bien sûr. Avec grand plaisir. Avec un grand plaisir. Très bonne fin de journée à tous alors. Bonne fin de Merci journée. pour cette organisation. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.